Voici l'Iran. Sur une carte, on peut voir que le pays dispose de 3 accès à la mer Caspienne, le golfe Persique et le golfe d'Oman. Le pays possède 2815 km de littoral. Environ 750 km constituent la côte nord qui borde la mer Caspienne. Les 2250 km restants sont au sud. Mais si on prend une autre carte et qu'on observe la densité de population, tout s'éclaire. Presque personne ne vit le long de la côte sud. Il n'y a que quelques petites villes et entre elles des centaines de kilomètres de plages vides, inutilisées. En revanche, de l'autre côté du golfe, c'est le contraire. Des villes s'étendent sans fin le long du littoral et avec elles des plages, des bateaux, des parcs, des jetées. Bref, la zone est prospère. Comment expliquer la situation du côté iranien ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais d'abord, un café. Et voici un rappel discret de faire ce petit quelque chose sous la vidéo au cas où vous oublieriez. Bien, la première raison est le nombre de conflits car l'Iran a souvent été en guerre. Prenons par exemple la guerre Iran-Irak qui a duré de septembre 1980 à août 1988. 8 ans. Pendant tout ce temps, 2 des ports les plus importants de l'Iran dans le golfe Persique, Abadan et Khorramshahr, étaient très vulnérables. Et ça ne s'est pas arrêté là. L'Iran est frontalier de 13 pays et il possède 7 frontières terrestres. Les relations avec l'Irak, comme vous l'avez compris, ne sont pas bonnes. Avec son autre voisin, l'Afghanistan, il se dispute au sujet de l'eau depuis les années 1870. Et le problème ne sera pas réglé de sitôt. Peut-être même jamais, à vrai dire. Le 27 mai 2023, des affrontements ont eu lieu à la frontière, entraînant des pertes des deux côtés. De plus, depuis 2011, l'Iran est en conflit avec la Turquie pour des questions de rivalité régionale, d'influence, ce genre de choses. Sans oublier les tensions entre l'Iran et l'Azerbaïdjan en raison de divergences politiques. Malgré leur histoire commune, l'Azerbaïdjan penche vers l'Occident et il est un allié d'Israël, de la Turquie et des États-Unis. L'Iran, en revanche, noue des alliances contraires. Ainsi, l'Iran est en conflit avec 4 de ses 7 voisins terrestres, sans parler des frontières maritimes et des autres pays avec lesquels ses relations ne sont pas non plus au beau fixe. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis et ses alliés de l'OTAN ont stationné des troupes le long de la frontière est de l'Iran. Qui plus est, ces forces se doublent de troupes américaines présentes en Irak et il y a des bases américaines partout sur la péninsule arabique. En gros, l'Iran est entouré d'ennemis potentiels. Et les villes côtières. Statistiquement, 80% de la population mondiale vit à moins de 100 km du littoral. Pas étonnant, sachant que le commerce maritime représente 90% du commerce mondial. Presque toute l'activité économique et humaine a lieu à proximité des zones côtières. De plus, en cas de guerre, les civils et les infrastructures de ces zones souffrent le plus. Donc, en quelque sorte, l'Iran ne fait que protéger ces villes. La plupart des pays qui renforcent leur armée supposent qu'ils devront un jour mener des opérations sur des côtes étrangères. Tous les États n'ont pas d'accès à la mer, mais s'ils en ont, couper les routes maritimes est un objectif clé en temps de guerre. Pour causer des pénuries de nourriture et de médicaments et empêcher l'approvisionnement en armes et autres matériels. Perturber le commerce maritime permet de paralyser l'économie et de frapper durement la population locale. C'est pourquoi, en temps de guerre, l'ennemi cherche à frapper ou à s'emparer des villes côtières. De plus, ça permet de préparer la progression à l'intérieur des terres, ce qui est impossible quand il n'y a pas de ville le long du littoral. Mais il y a des montagnes. En fait, l'Iran est défini par ces montagnes. Elles constituent ses frontières, elles entourent ses villes et elles forment un moyen de défense naturelle. L'Iran n'est pas une grande puissance navale, il a toujours été une puissance terrestre. On pourrait même parler de forteresse, mais au lieu de murs, le pays dispose de montagnes. De 3 côtés, rien de moins. Elles ont constitué la première ligne de défense de l'Iran pendant des siècles, arrêtant les armées ennemies et rendant toute campagne militaire coûteuse et inutile. Alors on comprend que les gens ne se soient pas installés sur la côte. Les montagnes les rendaient presque invulnérables. Je le disais, l'Iran a toujours été un pays terrestre. Sa géographie a défini ses frontières et elle a dicté l'émergence des villes, la façon de voyager des habitants et les connexions entre les régions. En bref, elle a façonné la politique et l'économie. Entre les montagnes qui entourent le pays se trouvent de vastes bassins. Là, de tout temps, les habitants ont pu cultiver, construire des villes et se développer en tant que nation.
presque toute la population est concentrée dans ces bassins et avant la construction de routes dignes de ce nom au XXe siècle, ces régions étaient isolées les unes des autres. Pour voyager, les gens devaient traverser des cols et des gorges montagneuses et les marchandises étaient acheminées par caravanes. L'accès à la mer était compliqué. Aucun grand fleuve ne relie ces plateaux intérieurs à la côte, donc le développement s'est fait ainsi, près des montagnes. Encore aujourd'hui, Téhéran se trouve au pied des montagnes et les plus grandes villes forment une ligne traversant les monts Zagros et l'Elbourz, de la Caspienne au détroit d'Ormuz. Il y a aussi Mashhad au nord-est, bien sûr, mais en dehors de ces zones, le pays est peu peuplé et par endroits infranchissable. Les régions montagneuses tendent aussi à diviser le pays. Il y a de nombreux groupes ethniques et linguistiques et traditions locales. C'est pas spécifique à l'Iran, c'est une règle générale. Mais dans le cas de l'Iran, les montagnes n'ont pas seulement façonné le territoire, elles ont façonné la culture. Les gens vivaient à l'intérieur des terres, dans les montagnes, sans connexion avec la côte. Pour que quelqu'un décide de s'établir au bord de la mer, il fallait une bonne raison, et pendant des siècles, personne ne l'a fait. Maintenant, imaginons que l'Iran décide de tout changer et de développer sa côte. De construire des ports, des stations balnéaires, des villes nouvelles. De construire des routes, d'amener l'électricité, l'eau courante. Bref, comme partout ailleurs dans le monde. Mais comment faire sans argent ? Les régions montagneuses sont rarement prospères. Tout y est cher, de la construction à la logistique. Donc les zones peu peuplées sont pauvres et les zones densément peuplées encore plus. En Iran, il n'y a presque pas de plaine adaptée à la vie. En conséquence, toute entreprise industrielle, tout investissement est plus coûteux que dans n'importe quel autre pays. Outre la géographie, la situation économique est difficile. En 2024, le pays était en pleine crise et ça a continué depuis, s'aggravant lentement. L'inflation dépasse 40%, le rial iranien est l'une des devises les plus faibles au monde et la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est pas seulement à cause des sanctions qui restreignent les exportations de pétrole et l'accès au marché mondial. Au sein du pays, gestion inefficace et corruption sont de gros problèmes, et si on y ajoute l'instabilité géopolitique, tout est clair, l'Iran n'a pas les moyens d'évoluer. Bien que le pétrole aide à maintenir le pays à flot, ça ne suffit pas à permettre son développement. C'est pourquoi le scénario d'un développement de la côte reste hypothétique. Vouloir le changement est facile, trouver les ressources pour le réaliser est une autre histoire. D'autant plus qu'une part importante des ressources est dépensée de toute autre manière. En octobre 2024, l'Iran a annoncé son intention de tripler son budget militaire. Selon le porte-parole du gouvernement, les dépenses de défense devraient augmenter de 200%. En 2023, elles s'élevaient déjà à 8,9 milliards d'euros. Actuellement, le pays se classe 34e au monde en matière de dépenses militaires. En résumé, l'argent est là, mais les priorités de l'Iran sont ailleurs. Certes, l'Iran a des zones côtières, mais les conditions n'y sont pas roses. La côte sud, qui s'étend le long du golfe Persique et de la mer d'Oman, souffre de nombreux problèmes. Climat, pauvreté, manque d'infrastructures, tout ça rend la région difficile d'accès et sous-développée. Il n'y a que quelques grandes villes le long de la côte, séparées par des centaines de kilomètres. La priorité du gouvernement n'est pas de développer les routes maritimes, mais de lutter contre la pauvreté et les opérations illégales, comme la contrebande, en construisant des routes, des lignes de chemin de fer et autres infrastructures, pour rendre la région accessible afin de mieux la surveiller, plutôt que pour développer l'activité. Et le Nord a ses propres défis à relever. Le long de la mer Caspienne, un gros problème est la protection du droit des gens à accéder au rivage. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent, la zone côtière est occupée par des entités privées ou par des institutions gouvernementales. Les dernières données montrent que dans la seule province de Mazandaran, les gens n'ont pas accès à 96% du littoral. Ainsi, techniquement, la mer est là, mais elle est hors de portée. Et les villes ? Bandar Abbas est la plus grande ville côtière de l'Iran et sa porte d'entrée maritime. Elle se trouve sur le détroit d'Ormuz et est la capitale de la province d'Hormozgan. Au XVIIe siècle, c'était le principal port de Perse et depuis, son importance n'a pas diminué, elle a même progressé. Aujourd'hui, elle dispose de 40 postes d'amarrage, pouvant accueillir aussi bien porte-conteneurs que vraquiers et pétroliers. La capacité du port est de 100 millions de tonnes de fret par an. Comparé aux grands ports d'autres pays, cependant, ce n'est presque rien. Pourtant, la ville a des usines, des conserveries de poissons et des raffineries et une filature de coton.
Toute la population est impliquée dans les opérations portuaires. Mais les gens n'habitent là que parce que le flux de marchandises nécessite de la main-d'œuvre, pas parce qu'il fait bon y vivre. Il y a aussi Bouchères. C'est la capitale d'une autre province côtière ainsi qu'un port. On y expédie produits agricoles, pétrole, gaz et biens de consommation. La logique est la même, la ville existe car elle est nécessaire. Les gens y viennent pour travailler, pas parce qu'ils rêvent de s'y installer. On pourrait continuer pendant des heures. La côte sud compte 13 grandes villes et chacune joue le même rôle, celui de port et rien de plus. La majeure partie du commerce extérieur passe par elle. Et le commerce ne se fait pas sans humains. La vie dans ces villes portuaires n'est pas très glamour, c'est une vie en marge. Certes, 17 millions de barils de pétrole passent par le détroit d'Ormuz chaque jour, 35% de l'approvisionnement mondial en pétrole maritime. Mais il suffit d'un court trajet vers l'intérieur des terres pour voir l'étendue de la pauvreté. Misère, construction non autorisée, quartiers entiers érigés illégalement. Rien qu'à Bandar Abbas, la moitié de la population, 240 000 personnes, vit dans des quartiers délabrés et des maisons de fortune. Les chiffres officiels montrent que 8 familles sur 100 dans la province d'Hormozgan luttent pour survivre. À l'échelle nationale, la moyenne est de 5. Même les fonds gérés par l'État, comme le comité de secours de l'imam Khomeini, évoquent ouvertement l'ampleur de la catastrophe, ce qui en dit long. Pourtant, malgré tout, la population croît. Entre 2011 et 2016, plus de 100 000 migrants sont arrivés dans la région, car on y trouve du travail. La province abrite plus de 2000 entreprises industrielles, employant 65 000 personnes. Pas de quoi parler de prospérité, mais ça suffit à attirer ceux qui n'ont nulle part ailleurs où aller. Les gens ne se précipitent pas vers la côte dans l'espoir de grandes opportunités. Ils s'y installent car y survivre est un peu plus facile qu'ailleurs. En bref, il ne s'agit pas de progrès, mais de nécessité. Le littoral de l'Iran est également difficile à développer à cause des risques naturels. Les régions côtières, en particulier le Hormozgan, sont parmi les plus vulnérables du pays. Inondations, glissements de terrain, sécheresse, tsunamis, autant de menaces bien réelles. Mais les séismes sont les plus dangereux. Dans la seule province de Hormozgan, il y a 33 lignes de faille actives. C'est la 3e province la plus dangereuse de l'Iran. Si on y ajoute des zones urbaines délabrées et des constructions de mauvaise qualité, légales comme illégales, on comprend vite pourquoi tout développement y est risqué. Voici un exemple révélateur. En 2016, une nouvelle aile d'un hôpital a ouvert dans une ville côtière. Ruban rouge, ministre de la Santé, caméra de télévision, invités triés sur le volet. La construction a pris 8 ans et coûté 12,9 millions d'euros. L'année suivante, le bâtiment s'est effondré à cause d'un séisme d'une durée de 30 secondes. Broyé comme une canette de soda vide. En revanche, l'ancienne aile, vieille de plus de 40 ans, a été à peine endommagée. Ce séisme avait une magnitude de 7,3 et il a fait 500 victimes à travers le pays. 40 000 structures ont été rendues inutilisables, dont des écoles, des immeubles résidentiels, des casernes militaires et d'autres hôpitaux. Tous nouvellement construits. Conséquence de la corruption systémique qui affecte toute l'infrastructure du pays. L'Iran est l'un des pays les plus sujets aux tremblements de terre. 2% de tous les séismes du monde s'y produisent et 6% des décès y ont eu lieu au XXe siècle. Des dizaines de secousses y sont détectées chaque semaine et elles causent presque toujours des dégâts. Alors même si l'Iran décide un jour de construire des villes côtières, la réalité se rappellera à lui. Un nouveau centre touristique pourrait bien s'effondrer au premier grand séisme. Mais curieusement, tout ça pourrait changer. En effet, depuis quelques années, l'Iran envisage de déplacer sa capitale. Et pas n'importe où, mais sur la côte. Oui, dans un endroit où il n'y a rien, pas même la protection des montagnes. La raison est simple, Téhéran fait face à un ensemble de problèmes systémiques. Embouteillage, pénurie d'eau, pollution de l'air et enfin, subsidence, le fait que le sol s'affaisse lentement. La ville s'enfonce littéralement. L'idée de déplacer la capitale n'est pas nouvelle, elle a été évoquée pour la première fois après la révolution islamique de 1979. Pendant 40 ans, elle a été jugée trop coûteuse et techniquement impossible, mais elle est de nouveau à l'ordre du jour. Le nouveau président, Massoud Pezeshkian, qui a pris ses fonctions en 2024, l'envisage très sérieusement. L'alternative principale est la côte du golfe d'Oman, dans la région de Makran. C'est une zone côtière sous-développée, à cheval sur la province pauvre de Sistan et Baloutchistan et sur celle de Hormozgan.
Il n'y a pas de grandes villes, uniquement des villages de pêcheurs, des plages désertes et une histoire remontant à l'époque d'Alexandre le Grand. Le Makran est un paradis perdu et beaucoup rêvent d'en faire le futur centre économique du pays. Bien sûr, tout ça coûtera une fortune. Les premières estimations suggèrent que le déménagement pourrait coûter 86 milliards d'euros. Un montant qui semble délirant, surtout vu l'état actuel de l'économie. Mais le fait que la chose soit discutée en haut lieu en dit long. En réalité, l'Iran possède un grand potentiel pour développer son économie maritime grâce à ses longs littoraux. L'économie maritime pourrait créer de nombreux emplois et réduire la dépendance du pays au pétrole. Par exemple, le port de Chabahar pourrait devenir un atout pour l'Iran, offrant un accès au marché de l'Inde, de la Chine, de la Russie et des pays d'Asie centrale. De plus, l'Iran dispose d'abondantes ressources en eau et en poissons, et l'élevage de poissons et de crevettes sur la côte sud, dans la région de Makran, a du potentiel. La demande mondiale ne cesse de croître, avec l'augmentation de la population, et qui plus est, nos habitudes alimentaires changent. Enfin, les stocks diminuent, rendant l'aquaculture nécessaire. Au cours des 50 dernières années, l'économie océanique a atteint 1300 milliards d'euros et elle devrait doubler d'ici 2030. La croissance de l'énergie éolienne offshore, de l'aquaculture et de la transformation du poisson joue un grand rôle. Un rappel, l'Iran a 7 provinces côtières le long du golfe Persique, du golfe d'Oman et de la mer Caspienne. Ça représente 22,5% de la population du pays, c'est beaucoup. Investir dans le tourisme maritime, via la construction d'hôtels, de parcs marins, le développement de croisières et celui des sports nautiques, pourrait transformer la zone côtière en une véritable mine d'or. Les analystes occidentaux ne sont pas les seuls à le voir. Début 2024, le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a dévoilé un plan à long terme de développement côtier. L'annonce était très ambitieuse et même révolutionnaire pour l'Iran. Peut-être que ça permettra de relancer l'économie du pays. Vous me devez un like. À plus.